Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter les différents présentateurs qu'il va y avoir ce matin. Donc il y a Sandrine Thomas d'Olinao, Marianne Sans-Laville de la coopérative agricole. Côté Hervalis, il va y avoir Amélie Carrière, Autocoche. Et puis je présente également l'équipe de modérateurs, donc qui sera susceptible de répondre à vos questions. Donc Cécile Legal pour Terrinovia, Régis Elias pour Hervalis. Et côté ITAB, il y a Laetitia Fourier et l'animateur, c'est moi-même, donc Enguerrand Burel. Et donc là, tout de suite, je vais laisser la parole à Amélie Carrière qui va nous présenter la session de ce matin. Amélie, je crois qu'on ne t'entend pas. Effectivement. Merci Enguerrand. Bonjour à tous, Amélie Carrière, je suis animatrice de la filière bio chez Hervalis et je suis également chargée de mission en agriculture biologique. Alors, au programme de la matinée, une matinée assez dense avec 4 présentations. Donc, comme vous l'a dit Enguerrand, une présentation de Sandrine Thomas de l'INAO qui fera le point sur la nouvelle réglementation, la nouvelle définition des effluents d'élevage et puis qui nous fera un peu un tour d'horizon d'Europe et de l'application de cette définition dans les pays européens. Marianne Saint-Laville de la coopération agricole Occitanie reviendra sur les enjeux que cela représente pour les filières de grandes cultures bio. Autocoche, en mission chez Hervalis, vous présentera les résultats de l'analyse des enquêtes SSP 2017. Et donc, cette analyse a porté sur les pratiques de fertilisation des agriculteurs bio et notamment l'utilisation des fientes et des lisiers de porc. Et pour finir, je vous présenterai une étude qui a porté sur la simulation de scénarios d'adaptation de la fertilisation des agriculteurs en agriculture biologique et puis les impacts que cela aura d'un point de vue technico-économique sur les exploitations. Vous aurez des séances de questions-réponses à la suite de ces interventions où on pourra répondre à toutes vos questions. Donc sans plus attendre, je laisse Sandrine Thomas partager sa présentation pour vous présenter la nouvelle définition des élevages industriels. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Sandrine Thomas, je suis basée à l'INAO à Angers et une de mes missions, donc à 50% de mon temps de travail, c'est de travailler sur les intrants en agriculture biologique. Et donc, ça concerne tout ce qui est fertilisation, tout ce qui est produits phytopharmaceutiques et tout ce qui est l'alimentation animale. Voilà, donc ce matin, je vais vous présenter ce qui concerne la fertilisation en AB, notamment ce qui tourne autour des effluents, avec un petit rappel réglementaire, le focus sur les fameux effluents issus d'élevage industriel, et puis un petit tour d'Europe des pratiques issues d'un questionnaire qui a été fait auprès de chacun des États membres. Voilà, et donc il y a un questionnaire qui a été fait très récemment, donc vous avez les résultats un peu en avant-première. Donc un petit rappel réglementaire, qu'est-ce que c'est que la bio? C'est un équilibre entre des objectifs et des moyens. Donc dans les objectifs, on a le bien-être animal, on a la production de produits de haute qualité et une obligation de protéger l'environnement et le climat. Juste sur ce petit volet-là, la partie climatique était relativement peu importante dans le règlement actuel, mais par contre, c'est clairement affiché dans le règlement qui sera d'application au 1er janvier 2022. Donc, c'est une composante qu'il va falloir qu'on accentue, le respect de l'environnement. À côté de ça, on a 3 moyens clairement identifiés. Donc, contrôler à tous les stades depuis les engrais apportés jusqu'à l'assiette. Donc, les contrôles s'appliquent bien de l'amont vers l'aval. Favoriser les filières et les circuits courts. Et puis, utiliser de manière optimale les ressources de l'écosystème. Et donc, au côté fertilisation, comment justement on utilise ces ressources? Le règlement nous dit, donc le 834-2007, nous dit qu'on doit prioritairement, pour maintenir un bon niveau de fertilisation dans les sols, utiliser les rotations des cultures, utiliser des engrais verts, des légumineuses, ensuite les effluents d'élevage et ensuite d'autres matières organiques. Voilà.
Le règlement nous indique également que ces intrants doivent être issus d'abord de l'élevage, de l'exploitation biologique sur laquelle on se trouve. Ensuite, si on ne peut pas utiliser ses propres intrants, on peut utiliser des intrants qui sont issus d'autres productions biologiques. Et si on ne peut toujours pas utiliser, si on n'a toujours pas de ressources en AB, alors on peut utiliser des intrants qui sont listés à l'annexe 1 du règlement 889. Mais c'est seulement si on a, j'allais dire, épuisé les autres ressources. Et si on est capable de prouver qu'effectivement, on a mis en œuvre sur son exploitation ce que je vous ai montré sur la diapo précédente, donc tout ce qui est rotation, tout ce qui est les légumineuses, toutes ces choses-là, et les effluents biologiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les ressources de l'exploitation et que si on ne les utilise pas, tout ça, ça doit être justifié auprès de son organisme certificateur. Le règlement, la fameuse annexe 1 du règlement 889, donc nous liste tous les produits hors AB qui sont également utilisables pour la agriculture biologique. Et pour un certain nombre d'effluents, on a une exception qui est provenance d'élevage industriel interdite. Et c'est cette petite phrase qui nous a posé pas mal de soucis d'application sur le terrain. Et cela s'applique à plusieurs types d'effluents. Donc ça s'applique aux fumiers séchés et aux fientes de volaille, aux lisiers, au compost d'excréments, aux digestats de biogaz et aux coquilles d'œufs. Quelle application en France? Alors justement, historiquement, lors des tout premiers règlements, on ne parlait pas d'élevage industriel. À ce moment-là, on parlait d'élevage hors sol. Donc étaient exclus ces élevages hors sol et étaient exclus les élevages qui étaient en cage ou sur caillebotis et grille intégrale pour les mammifères. Et puis, en 95, la commission a rédigé une petite note qui venait préciser, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, donc l'élevage hors sol et les cages et les caillebotis interdits, en disant que les animaux devaient pouvoir se mouvoir à 360 degrés sur eux-mêmes et ne pouvaient pas être maintenus dans l'obscurité, et puis que ça excluait les élevages n'ayant aucune superficie agricole pour des cultures ou pour répandre ces effluents. Donc ça, c'était ce qui était appliqué en France dès lors. Et puis est arrivé le règlement 889, où cette notion de hors-sol, en fait, a disparu de l'annexe et on nous a parlé d'élevage industriel, avec la provenance d'élevage industriel interdite. Et donc là, c'est posé la question, comment est-ce qu'on qualifie ces exploitations d'élevage industriel? Donc, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Ça a d'abord été une question qui a été traitée par la commission réglementation de l'INAO. Et puis, cette commission, ayant un peu de mal à y voir clair, a refilé le bébé à la commission intrant en 2017. Et donc, depuis, on a lancé pas mal de travaux. Il y a eu beaucoup de réunions avec tous les intervenants de la filière. Et puis, on est arrivé à grand-peine à définir quelques critères qui faisaient consensus entre toutes les familles. Ces critères sont d'application depuis le 1er janvier 2021. Alors que vous voyez que le règlement date de 89, on est un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, voici ce qui est inscrit au guide de lecture. Sont exclus à partir du 1er janvier 2021 d'une utilisation sur des terres bio, les effluents d'élevage en système caillebotis et grille intégrale et dépassant les seuils définis dans une directive communautaire et les élevages en cage et dépassant les fameux seuils. Alors, je vous rappelle les différents seuils, les voici. Donc, pour les volailles, c'est 85 000 poulets de chair, 60 000 poules pondeuses. Donc, si on est en cage et qu'on dépasse ces seuils, on est considéré comme un élevage industriel. Et pour les porcs,
on est à 3000 porcs et 900 truies, par exemple. Donc, si on est sur caillebotis et qu'on dépasse ces seuils, on est considéré comme un élevage industriel. Donc, je le répète, ces seuils s'appliquent depuis le 1er janvier 2021. Toutefois, en accord avec les différentes administrations, notamment la DGPE, la DGCCRF, des délais d'application ont été mis en place. Donc, un délai de commercialisation de ce qui a été fabriqué jusqu'au 31 décembre 2020, donc un délai de commercialisation d'1 an, assorti d'un délai d'utilisation pour les exploitants qui auraient acheté ces sachets de compost, par exemple, d'1 an supplémentaire, ce qui nous pousse au 1er janvier 2023. Par contre, pour les digestats, il a été considéré qu'à partir du 1er janvier, lorsque l'on faisait rentrer des matières qui étaient dorénavant exclues de cette définition, mélangées à des matières qui étaient AB, on considère alors que l'ensemble du digestat n'est plus utilisable en agriculture biologique. Donc la mixité, entre guillemets, au sein des méthaniseurs n'est pas acceptée. Donc voilà pour ce qui est de l'application française. Maintenant, comme je vous le disais en introduction, au niveau communautaire, bon, c'est cette question de l'interprétation de provenance d'élevage industriel interdite s'est posée en fait dans tous les États membres. Et du coup, un certain nombre d'États membres ont posé la question très régulièrement depuis 1989 à la Commission européenne en disant comment doit-on interpréter cette petite phrase ? Est-il possible d'avoir une définition européenne de cette allégation? Donc jusqu'à présent, la Commission n'avait pas souhaité mettre en place une définition de ce type, mais avec la refonte du règlement et les questions toujours pressantes des États membres, elle a décidé de mettre en place quelque chose au niveau communautaire. Donc avant de démarrer les travaux, elle a fait passer un questionnaire donc, qui est relativement récent puisque les réponses devaient être remontées à la Commission européenne pour la mi-décembre 2020. Donc, fait passer un questionnaire pour savoir quelles étaient les pratiques dans les différents États membres. Donc, sur cette consultation, il y a 20 États membres qui ont répondu sur 27. Et donc, je vais vous présenter succinctement ces résultats. Donc, est-ce que les États membres appliquent ou non cette restriction de provenance d'élevage industriel interdite? 2 États membres n'appliquent pas du tout cette définition. Ensuite, les autres l'appliquent, mais avec des critères qui sont assez variables. Donc, certains appliquent les critères qui étaient de 95 strictement. Donc, je le répète, c'était le fameux hors-sol. Donc, interdiction des cages, des caillebotis, avoir des surfaces, pouvoir se mouvoir à 365 et puis la lumière. Donc, 6 États membres appliquent ces critères. 17 États membres ont mis en place des règles nationales et 2 États membres appliquent ou n'appliquent pas, je ne sais pas trop comment il faut le dire. Alors, un État membre qui a 2 organismes certificateurs, en fait, chaque organisme certificateur a ses propres critères d'application. Et un autre État membre a répondu qu'il gérait au cas par cas. Donc, on n'a pas de ligne directrice, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les critères qui sont les plus appliqués, qu'on retrouve le plus souvent dans cette synthèse. Donc, vous allez voir qu'on retrouve quand même globalement les fameux critères de 95. Donc, pour la majorité, les élevages en cage ou sur caillebotis et grilles sont interdits. Dans la majorité des pays, on a une obligation de lumière naturelle et lorsque ce n'est pas cité, on a de toute façon la lumière artificielle qui est interdite en permanence durant le cycle de production. Certains pays ont repris la tâche interdite. Alors là, je m'interroge un petit peu puisque le règlement nous dit que les animaux ne doivent pas être attachés. Ensuite, on a l'absence de litière.
Donc, dans certains cas, c'est l'absence de litière tout court, dans d'autres cas, c'est l'absence de litière profonde. Alors après, on pourra discuter aussi sur la profondeur de la litière, c'est un autre sujet. Et puis, très régulièrement aussi, l'absence d'accès extérieur, donc pour les mammifères, ou l'absence de parcours pour les volailles. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve le plus régulièrement dans les réponses qui ont été apportées. Et puis derrière, on a quelques critères. Pardon, juste pour préciser, normalement il reste qu'une minute pour essayer de tenir un peu le timing, s'il y avait possibilité de passer peut-être un peu rapide. Merci beaucoup. Donc après, on a quelques critères qui font plus débat et sur lesquels on s'aperçoit qu'il y a une très grande divergence entre les États membres. Sur les effluents autorisés, donc on a des États membres qui partent des effluents autorisés par ceux de l'annexe 1 et d'autres qui ont réduit en fait cette liste à seulement des effluents d'origine organique. Sur la densité des animaux par exploitation, alors dans certains États membres, on n'a aucun critère et dans d'autres, on a des densités qui sont très très variables, voire parfois assez serrées. Et pareil pour les chargements des animaux, vous pouvez le voir là sur la diapo, ça peut aller de 2 UGB hectares à plus de 150 UGB hectares. Donc des pratiques très très diverses. Et puis, ce qui a été cité le moins couramment, on a des choses un petit peu plus diverses, comme une forte dépendance aux intrants non UAB. Pour certains, ça peut être l'interdiction d'antibio, pour d'autres, l'interdiction d'aliments OGM. Certains ont mis en place aussi des attestations. Alors, ça peut être une attestation à l'import pour vérifier que ce qui est importé correspond à la définition ou aux critères de l'État membre concerné. Et puis, pareil, une attestation de provenance des effluents qui garantit que ça correspond bien aux critères de l'État membre. Donc, voilà. Pour ce qui est de la suite, donc la question avait été également posée de savoir s'il y avait une volonté d'harmoniser les pratiques au niveau communautaire. Donc, pour la majorité, effectivement, les États membres souhaitent qu'il y ait une harmonisation. Malgré tout, il y a 4 États membres qui sont 4 États nordiques qui n'ont pas souhaité, qui ne souhaitent pas du moins qu'il y ait une harmonisation et qui souhaitent par contre que les États membres puissent réglementer de façon plus stricte dans leur propre pays. Voilà. Dans ce questionnaire, il y avait quelques recommandations qui étaient possibles. Donc, voici les recommandations qui sont le plus souvent citées. Donc, que cette restriction aux élevages industriels ne s'applique pas au digestat, et on l'a vu aussi pour le compost. Que surtout les critères qui soient mis en place soient facilement contrôlables, donc que la définition soit pragmatique. Et puis que surtout qu'on fasse bien attention à la disponibilité de matières organiques pour atteindre les objectifs du Green Deal, donc de 25% de la baie en 2030. Et puis qu'il y ait une réflexion sur les résidus dans les fertilisants qui soient utilisés en agriculture biologique. Voilà. Donc, juste pour finir, donc, la Commission européenne a sollicité le groupe d'experts ECTOP pour travailler sur ce sujet-là au cours du premier semestre 2021. 2 sous-groupes vont travailler dessus, un sous-groupe fertilisant et un sous-groupe plus lié à la production animale. Et donc, les experts vont faire un rapport à la Commission européenne qui décidera derrière ce qu'elle préconise. Donc, on ne sait pas encore sous quelle forme on aura cette harmonisation. Est-ce que ce sera une définition? Est-ce que ce sera des critères? Pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu. Mais on devra avoir une réponse d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous remercie. Désolée, j'ai dû dépasser un tout petit peu. Oui, ça va. On va essayer de s'ajuster avec les questions. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais en appeler à l'équipe des modérateurs, à savoir s'il y a des questions qui ressortent. Oui, bonjour à tous. Effectivement, il y a beaucoup de questions dans le chat, donc ça veut dire qu'il y a un vif intérêt au sujet. Alors, je vais faire la première. Je vais vous poser la première question qui réunit déjà plusieurs commentaires, plusieurs questions qui ont été posées. Hein. Il y en aura d'autres. La première question, c'est en quoi, quels sont les seuils selon les différents types d'élevage? On a eu beaucoup de questions autour des lapins, autour des
autour des canards, autour des différents types d'élevage. Est-ce qu'il y a eu des seuils déterminés pour chaque type d'animaux? Alors, à ce stade, non. On s'est simplement basé sur la directive EIE qui ne définit pas de seuil justement pour tout ce qui est lapin, par exemple, ou les canards. Voilà. Donc, pour l'instant, non. Mais cette définition française telle qu'elle a été, enfin ces critères français tels qu'ils ont été mis en place, plus exactement, c'est une première étape puisque il était prévu une clause de revoyure dans 2 ans, c'est-à-dire qu'on laisse les critères s'appliquer sur le terrain et on fera une synthèse en milieu d'année 2022 pour voir quelles sont les problématiques soulevées par cette définition en termes d'application. Donc, est-ce que les organismes certificateurs qui vont nous servir de relais vont pouvoir relever comme manquement? Est-ce qu'il y a des difficultés, pas de difficultés? Et en fonction, l'idée, c'était d'éventuellement d'ajuster ces critères par la suite. Alors, sachant qu'entre-temps, on risque d'avoir cette définition européenne. Donc, de toute façon, le jour où on aura des critères ou une définition européenne, c'est bien cette définition qui s'appliquera et la définition française deviendrait caduque. Donc, si je comprends bien, les restrictions sur les types d'animaux aujourd'hui, c'est volailles et porcs principalement. C'est ça. Alors, sinon, je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions. On déborde un petit peu, mais c'est un peu dommage de passer à côté. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que l'INAO est juridiquement en pouvoir d'interpréter le règlement européen? Alors, je ne répondrai pas à cette question puisqu'il y a un recours actuellement au Conseil d'État sur ce point-là. Donc, je laisse le Conseil d'État juger. Bon, ça laisse donc la place à une troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a une question qui apparaît? Oui. Oui. Pardon. Bonjour. Cécile. Alors, il y avait une question qui concernait, je pense, les exploitations mixtes. Donc, c'est-à-dire que finalement, les seuils qui ont été définis, est-ce que ça vaut aussi pour une exploitation dont, je suppose, les cultures sont en AB, mais dont l'élevage est en conventionnel? Donc, c'est-à-dire que là, on a bien une exploitation mixte. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pareil. C'est les mêmes seuils. Très bien. À moins qu'il y ait vraiment une question très importante ou qui est très récurrente dans le chat, je propose peut-être de passer à la prochaine intervention. Il y a une toute petite question, je pense qu'on peut y répondre rapidement parce que ça répondra à plusieurs questions. Est-ce que l'on peut consulter le détail de la consultation que vous avez présentée, Sandrine? Est-ce qu'elle est publique? Non, pour l'instant, non, puisque c'est des travaux qui sont confiés à ECTOP, donc il a été demandé aux États membres de ne pas diffuser l'enquête telle qu'elle. Donc, je ne peux pas aller au-delà de ce que je vous ai présenté actuellement. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et puis ces réponses. Donc, je vais passer la parole à Marianne Sans-la-Ville. Bonjour à tous. Alors, juste une petite seconde, le temps d'arriver. Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Mais bonjour à tous. Du coup, Marianne Sans-la-Ville, responsable des filières bio pour la coopération agricole Occitanie et puis en charge de l'animation du comité Grande Culture Bio de la coopération nationale. Donc à ce titre-là, sur les sujets Grande Culture Bio au niveau national pour la coopération. Bon, alors ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce qu'on a convenu avec Amélie, c'était de refaire un petit point sur les enjeux pour les filières bio de ces restrictions d'utilisation des fertilisants, donc ça va être assez large. Sachant qu'en plus, on a échangé beaucoup au niveau des filières avant la définition des seuils qui ont été présentés par Sandrine en première partie. Donc ça date de maintenant l'année 2019, oui 2019. Il y a eu des réunions nationales qui ont eu lieu, notamment une réunion qui a réuni pas mal de participants de 19 structures, comme je vous présente là sur la diapo, qui étaient
sur ce sujet-là uniquement et qui a permis à toutes les structures qui étaient des organisations professionnelles agricoles, des interpros, des instituts, de s'exprimer sur le sujet, de faire un peu le point à ce moment-là dans le temps. Et du coup, de ce temps d'échange ont émergé les enjeux filières qui ont été identifiés par les principales structures d'accompagnement de la production. Et des pistes de travail à approfondir pour avancer sur ce sujet-là. Donc c'était encore une fois avant la définition des seuils qui ont été présentés par Sandrine. Donc c'était vraiment d'un point de vue global, la restriction des utilisations d'effluents provenant d'élevage dit industriel, quel impact sur les filières bio. Encore, pour commencer, un petit récap juste des enjeux pour la production, au stade de la production, parce qu'on avait des représentants du coup, des organisations de la production bio. Il y avait eu un état des lieux qui a été réalisé juste avant pour l'utilisation de fertilisants au sein des exploitations agricoles. Et donc les résultats de ces enquêtes-là donnaient des chiffres qui étaient entre 20 à 30% des producteurs enquêtés qui se sentaient concernés par l'utilisation d'effluents d'élevage dits industriels. Sachant que bien sûr la principale production concernée c'était les grandes cultures bio. Ensuite, les difficultés, on leur demandait la difficulté pour se passer de ce type d'effluents et les principales difficultés qui remontaient de ces enquêtes-là, c'était un manque de disponibilité d'autres types de fertilisants et corrélé avec le prix des autres matières fertilisantes disponibles sur le marché, donc, qui rendrait la production bien moins concurrentielle. Et puis, donc, les autres problématiques qui avaient été soulevées, déjà anticiper la problématique digestat de méthaniseurs qui était importante, parce que une bonne partie des exploitants étaient impliqués ou récupéraient de la matière organique de méthaniseurs près de leur exploitation, et du coup, ça risquait d'être un problème pour le sourcing sur cette digestat de méthanisation s'ils étaient approvisionnés avec de la matière non utilisable en bio. Et donc, la même question que ce qui a été posé tout à l'heure, qu'en est-il des effluents provenant d'un autre atelier de l'exploitation qui aurait été jugé industriel? Et les principales interrogations, c'était sur ce qu'on a cité aussi, lapins, canards et les porcs. Sachant que voilà, les ateliers, nous dans le sud-ouest, les ateliers de canards-gavage, ça pose vraiment question. Et puis les ateliers d'élevage de lapins, c'est effectivement en bio compliqué d'avoir des choses qui soient, même pas en bio d'ailleurs, compliqué d'avoir des choses qui ne soient pas jugées complètement hors sol. Et donc les solutions qui avaient été lancées et mises par les producteurs, donc c'était pour ceux qui réussiraient à adapter leur système, c'était se retourner vers d'autres types de fertilisants, modifier ses assolements et puis se mettre en lien avec un éleveur voisin pour récupérer de la matière fertilisante directement. Donc c'était des solutions qui convenaient à une partie des répondants, mais qui bien sûr ne convenaient pas du tout à la totalité des répondants. Il y avait pas mal de producteurs de ces enquêtes-là, on peut dire une majorité dans les répondants, qui étaient fortement impactés et qui ne voyaient pas trop d'autres portes de sortie. Voilà, un retour rapide à l'époque des fabricants de fertilisants, donc, qui a été basé sur une enquête à Faya qui datait de 2018, concernant les impacts d'une interdiction des fertilisants et celui d'élevage hors sol. Donc là, on était uniquement sur du hors sol, on n'avait pas les seuils, encore une fois, des directives. Et là, l'impact qui avait été cité par les membres de la Faya dans cette enquête-là était très important sur les disponibilités d'engrais et d'amendements utilisables en agriculture biologique. Et on allait sur des taux de diminution de disponibilité qui étaient très importants, notamment fientes déshydratées, compost à base de lisier, fumier de volaille. Vous avez les chiffres qui sont affichés, on était sur des taux impressionnants de diminution de disponibilité. Voilà, et sachant que les principaux nutriments concernés, c'était l'azote et le phosphore. Et puis ensuite, donc pour reprendre un peu de hauteur sur le sujet, les enjeux pour la filière grande culture bio. En France, c'est une filière qui est en très fort développement. On est le pays où il y a le plus fort développement de cette filière-là sur les dernières années par rapport aux autres États membres. Là, je vous ai mis l'évolution des surfaces françaises en grande culture bio. Ça a été multiplié par 2 en 5 ans. Donc, on est vraiment sur un taux de croissance de cette production-là qui est très importante. L'évolution de la collecte en parallèle pour voir un peu ce qui se passe au niveau des volumes. On a sur un marché qui est en forte demande au niveau français. Récemment, alors les dernières années, pareil, le marché était en croissance forte, avec 60% des volumes grande culture qui passent en alimentation du bétail et puis 40% pour la meunerie. Et ces deux débouchés affichaient jusqu'à présent des taux de croissance qui étaient très importants.
avec un certain tassement peut-être sur cette dernière campagne. Alors, on ne sait pas trop si ça va perdurer ou si c'est conjoncturel avec tout ce qui nous arrive. Mais du coup, bon, ça interroge. On a une forte croissance de la production, on a un marché qui jusqu'à présent tirait, mais quid de demain, et quelle valorisation des productions pour demain. Voilà. Sachant que voilà, en France, on s'est développé, le bio s'est développé avec un développement conjoint de l'offre et de la demande. Il y a des marchés bio en croissance, on est à 11,9 milliards d'euros en 2019 de marché bio, c'était une croissance de 13,5% par rapport à l'année précédente, à 2018, donc c'est des fortes croissances de la demande. Et du coup, pour fournir ce marché-là, les surfaces ont suivi. On se retrouve aujourd'hui avec 8,3% de la SAU française qui est en bio. Donc des gros besoins en approvisionnement en matière fertilisante pour ces cultures. Voilà, et puis après, bon, donc pour les filières grandes cultures bio, donc le sujet, c'est bien ça, on n'a pas d'utilisation possible d'engrais de synthèse en bio, donc la problématique, c'est l'acquisition des éléments minéraux, l'azote, le phosphore, la potasse. Les résultats de la recherche aujourd'hui sur la dépendance des systèmes bio aux éléments minéraux, alors ils sont toujours en évolution, là je vous remets des choses qui sont peut-être un petit peu datées, mais c'est les choses qui parlent aussi. On a une majorité des éléments minéraux qui sont utilisés en bio aujourd'hui. A priori, d'après l'étude que je cite là, c'était 80% des effluents qui proviendraient d'élevage conventionnel. Donc on est très dépendant de l'élevage conventionnel avec des recours indirects aux engrais de synthèse, que ce soit par les effluents ou que ce soit directement par de la fertilité héritée des engrais de synthèse sur les parcelles qu'on a converties. Donc voilà, on est dans cette situation-là, donc il faut l'avoir en tête. Et du coup, l'impact anticipé d'une moindre disponibilité en fertilisants organiques sur les productions bio, c'était forcément une augmentation des charges en fertilisants, parce qu'on a vu qu'on devait se retourner vers d'autres matières premières. Un risque de baisse de fertilité des sols, puisqu'il y aura des impacts sur les disponibilités sur la matière organique, sur les nutriments. Donc un impact direct sur les rendements et sur les volumes, surtout sur les céréales, le tournesol, a priori. On avait jugé aussi qu'il y aurait un impact important sur la teneur protéique des grains potentiellement, avec des filières qui sont très dépendantes de cette teneur protéique et dont la rémunération varie beaucoup en fonction justement de la teneur protéique des grains. On a cité le blé tendre, le blé dur qui est déjà en difficulté aujourd'hui. Donc tout ça, ça a des impacts finalement sur le revenu des agriculteurs, ces 4 facteurs-là. Et puis donc après, plus globalement, le problématique fertilisant pourrait entraîner des freins à la conversion puisque moindre disponibilité, moindre rentabilité, donc remise en cause des objectifs de progression de la bio en France. Ça, c'est des grands questionnements, hein, c'est à adapter en fonction de ce qui va vraiment se passer et quel règlement on va avoir dans les années qui viennent. Mais voilà, les risques, c'est les risques d'importation de produits organiques. Et là, quid de la conformité des cahiers des charges avec ce qu'on a en France. Et on a certaines problématiques très actuelles qui se posent sur ce sujet-là. Et puis risque d'augmentation si on produit en moindre quantité de plus d'importation sur les grains, ce qui n'est pas forcément dans nos objectifs non plus de développement. Et donc une baisse de compétitivité globale de la filière française, surtout si on se démarque avec une réglementation qui est différente de celle qui pourrait être appliquée dans d'autres États membres. Donc c'était une grosse interrogation à l'époque. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un travail qui est fait pour harmoniser les pratiques, pour définir une réglementation commune. Donc ça irait plutôt dans le bon sens, sur ce point-là en tout cas. Et donc, les demandes identifiées aujourd'hui par les acteurs des filières, c'était notamment le besoin de modèles clairs d'attestation à demander aux fournisseurs de fertilisants, parce qu'on voit qu'on importe quand même pas mal de fertilisants et que comme on a cette définition de la réglementation qui est très française aujourd'hui, une des problématiques, c'est comment on fait pour faire passer ça quand on achète des matières premières dans les pays voisins. Donc, leur expliquer exactement ce qu'on veut. Donc, avoir des modèles qui permettent de se couvrir un peu réglementairement quand on a besoin de fertilisants français ou étrangers. Et puis demain, donc, le besoin d'harmonisation des pratiques, ça, c'était très fort, très fortement ressorti. Et puis, il y a besoin de quantifier l'impact d'une nouvelle définition réglementaire. On a parlé que peut-être il y aurait une harmonisation au niveau européen. L'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir en amont une idée de l'impact de ce que ces nouvelles restrictions pourraient entraîner sur nos filières. Voilà, après les pistes de travail évoquées, qu'on avait évoquées pareil en 2019 pour pallier le manque de fertilisants disponibles en bio, il y avait les besoins de développer les échanges éleveurs céréaliers qui paraissent logiques, mais peut-être dans une disponibilité relative. Développer la recherche et la communication sur les matières
les matières fertilisantes alternatives, améliorer pareil la connaissance des systèmes autonomes en intrants, donc plutôt le domaine de la recherche et de la diffusion de nos pratiques, et puis optimiser les pratiques de fertilisation en bio. Il y a encore un petit levier là-dessus, mais avec la question de dans quelle mesure ça va permettre de répondre aux problèmes en fonction de l'ampleur de la diminution de disponibilité. Voilà, donc les filières sont conscientes qu'il y a un besoin de respecter les objectifs du bio, hein, bien sûr, sur tous les critères de bien-être animal, de produits de haute qualité, de protection environnementale et climatique, que du coup, il faut garder une cohérence sur la provenance de ce qu'on utilise dans nos fermes pour garder aussi cette cohérence par rapport aux consommateurs. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a un besoin de marché qui est là et que il y a le risque de mettre en danger notre capacité à produire et donc à répondre à ce besoin du marché. Voilà, et donc un besoin d'accompagner les filières vers une plus grande autonomie des systèmes, mais aussi un besoin de temps pour adapter les systèmes et les pratiques pour pouvoir continuer à satisfaire cette demande de produits qui sont des produits français aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de faire un peu synthétique sur les enjeux pour les filières, donc il y en a sûrement d'autres à citer, hein, mais je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui tient parfaitement dans le timing. On a même, c'était pas vraiment prévu, mais on a le temps peut-être pour une question ou deux. Donc je me tourne vers le chat. Est-ce qu'il y a un des modérateurs qui aurait une question à poser ? Oui, alors j'ai encore une fois beaucoup de questions, ça discute beaucoup, c'est très bien. Il y aurait besoin de précision sur rappeler très rapidement les seuils qui sont définis aujourd'hui. Et puis, beaucoup de questions autour des PAT. Est-ce qu'ils sont concernés par la réglementation? Est-ce que... alors, je prends un petit peu au fil de l'eau, là. Et puis, beaucoup de questions aussi autour de l'azopril, qui semble un peu controversé par certains et pas par d'autres. Est-ce qu'on peut dire des choses sur tout ça? Je pense que c'est plus Sandrine qui pourrait répondre à la limite. Moi, je peux répondre, hein, mais... Alors, je vais bien essayer. Sur l'azopril, c'est pareil, je vais vous faire une réponse un peu de Normand, malheureusement. Le sujet a été évoqué. Au jour d'aujourd'hui, donc la DGCCRF, je ne sais pas s'il y a des représentants de la DGCCRF ici, mais donc la DGCCRF a expertisé ces produits au niveau documentaire. Il n'y a pas de contre-indication. Le souci, c'est que c'est des sous-produits de la fabrication alimentaire, hein, puisque c'est des sous-produits de la fabrication de la sauce soja, et qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui d'aller plus loin. Cela dit, la question a été la question de ce type d'engrais riche en teneur azotée, avec une origine végétale qui nous semble donc un petit peu hors norme, on va dire, a été posée au niveau communautaire. Donc, une expertise devrait avoir lieu au niveau communautaire sur ce type d'engrais. Donc, on attend maintenant les réponses. D'accord. Et pour les seuils? Pour les seuils, c'est ceux que j'ai rappelés tout à l'heure dans mon PowerPoint. Donc, c'est parce qu'il y a eu des questions autour des porcs, comment c'était classifié. Il y a des poids, je crois, qui sont Alors, il faudrait reprendre. Je ne l'ai pas sous les yeux, la directive, et je ne la connais pas par cœur. Donc, il faudrait rechercher sur la directive, mais là, je ne peux pas vous répondre comme ça, je ne l'ai pas sous la main. D'accord. S'il y a beaucoup de questions, je propose qu'on en pose une autre avant d'enchaîner sur la prochaine présentation. Il y en a une en effet qui revient depuis tout à l'heure, c'est la question en fait des fertilisants qui sont produits hors France. Comment se passe en fait finalement, puisqu'on a des interprétations réglementaires qui peuvent être différentes selon les pays, comment être sûr en fait que si on achète un fertilisant qui vient de l'étranger ou avec des matières premières d'origine étrangère, comment être sûr qu'on puisse l'appliquer sur les parcelles? Peut-être moi je peux réagir juste parce que ça rejoint la problématique que je soulevais et qui est soulevée par nos filières, nos coopératives en l'occurrence dans les territoires, hein, de savoir que comment on fait aujourd'hui qu'on a cette définition qui est très française avec cette directive et le fait qu'on adjoigne à la fois des tailles d'exploitation
et des types d'élevage, donc pas de hors-sol et de caillebotis intégral, et puis il faut en même temps avoir moins de temps d'animaux. L'idée, c'était, il y a eu un document qui a été fait passer par les OC qui permettait de demander, quand on demande à un éleveur ces matières organiques, c'est une attestation toute bête où l'éleveur certifie que son élevage rentre dans les clous au niveau du nombre d'animaux et au niveau de la définition qui n'est pas élevage industriel. Mais ça a été fait par les OC au niveau français dans le cas où on se fournit auprès d'un éleveur. Et par contre, ce qui manque aujourd'hui aux opérateurs, c'est un document type quand on se fournit sur fournisseur de fertilisants, peut-être plus une entreprise et puis plus à l'étranger. En gros, l'idéal, ce serait qu'on ait un document type qu'on puisse faire signer par le fournisseur de fertilisants pour que ce soit lui qui prenne à sa charge le risque, si jamais, la responsabilité en tout cas, d'être conforme au cahier des charges. Mais à ma connaissance, cet outil-là n'existe pas encore. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la présentation suivante d'Otto. Alors, Otto, ton micro est coupé, je crois. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon? Oui, on t'entend bien, pas de souci. Ouais. Alors, donc, je vais présenter les pratiques de fertilisation en agriculture biologique. Donc, l'importance des fientes et des lisiers de porc à partir de l'analyse des enquêtes SSP. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est les enquêtes SSP? Donc, ce sont des enquêtes de pratiques culturales réalisées dans les grandes cultures et prairies. Donc, ce sont des enquêtes qui sont réalisées tous les 5 ou 6 ans en cofinancement entre le ministère et l'Agence française pour la biodiversité. Donc, l'enquête des pratiques culturales 2017 a enquêté 28 000 parcelles au total. Et donc, depuis 2017, ces enquêtes comprennent aussi donc les parcelles en bio. Et notamment, on peut obtenir, par exemple, des années de conversion. Donc, il est possible de savoir l'année de conversion, justement, pour ces enquêtes. L'objectif de l'étude, c'est de quantifier l'importance des fientes et des poules pondeuses de lisier de porc dans la pratique des fertilisations en agriculture biologique. Donc, quantifier les quantités d'azote que cela représente, mais pas seulement. Donc, sachant que l'azote est l'enjeu majeur en agriculture biologique, d'autant plus pour les systèmes de grande culture. Essayer d'inférer sur l'impact de la nouvelle définition que vous a présentée Sandrine et servir aussi comme un observatoire de pratiques de fertilisation en agriculture biologique. Donc, je vais commencer une partie un peu méthodo pour vous expliquer un petit peu comment marchent ces enquêtes SSP. Donc, le questionnaire a recensé tous les apports de fumure qui sont divisés en fumure de type organique et les fumures de type minéral. Alors malheureusement, ces fumures de type minéral ne sont pas facilement accessibles.
on ne peut pas savoir quelle est la composition justement de ces engrais organominéraux normés qui fournisseraient de l'azote. Mais on peut avoir cependant les teneurs et les tonnages de ces fientes sèches et de ces lisiers qui sont ici en 6, 7 et 11. Donc après consultation avec différents spécialistes, on arrive à la conclusion qu'en fait ces fientes qui sont ici sur la fumure organique ainsi que ces lisiers sont majoritairement d'origine industrielle. Donc pour l'enquête, pour chaque culture, nous avons la part de la surface ayant reçu le fertilisant X, la quantité d'azote moyenne reçue, qui comprend les parcelles fertilisées et les non fertilisées, et on peut avoir aussi une distinction entre la spécialisation de la parcelle, si c'est une parcelle spécialisée élevage ou grande culture. Alors je n'ai pas le temps ici de détailler en plus la méthodologie, mais il y aura un article qui apparaîtra dans Ivoire et Herbalis Info bientôt. Donc ici, c'est un résultat type. On voit la part des fertilisants organiques pour le blé tendre et le maïs, pour toute l'exploitation confondue, c'est-à-dire à niveau national, pour les grandes cultures et pour les exploitations spécialisées élevage et autres types. Donc par exemple, nous pouvons dire que 30% de la surface du blé tendre d'exploitation spécialisée grande culture reçoit des fientes sèches de poules pondeuses. Et de façon analogue, 57% de la surface de maïs grain d'exploitation spécialisée élevage reçoivent des apports de fumier bovin, ici sur votre droite. Donc, le graphe d'avant montrait plusieurs effluents. Ce graphe-ci fait un focus sur les fientes. Donc, par exemple, si je prends le filtre national, c'est-à-dire toute exploitation confondue, indépendamment de la spécialisation, on peut dire par exemple que pour le maïs grain, que vous voyez ici sur votre gauche en rouge, 15% de la surface nationale reçoit des apports de fientes sèches de poules pondeuses. Et on peut voir ça pour différentes cultures et différents niveaux de spécialisation. Donc ici, le même type de graphique, mais cette fois-ci avec des lisiers de porc. Et on voit qu'en général, les lisiers de porc ont une importance relativement moins élevée que les fientes de poules. Donc, le questionnaire a recensé quelques cultures avec des pourcentages de surface fertilisée assez bas en général. Donc maintenant, un autre type de vision, un graphique qui se concentre plutôt donc par culture toujours et par spécialisation, du pourcentage de l'azote total exogène qui est apporté par les fientes. Donc, comment est-ce qu'on interprète ce graphe? Donc, par exemple, pour le tournesol, dans l'exploitation spécialisée élevage, sur votre droite ici en jaune, 50% de l'azote proviendrait des fientes. Et à nouveau, on a ça pour les cultures et selon le type de spécialisation. Donc ici, pareil avec les lisiers de porc. Encore une fois, on voit une importance relative par rapport aux fientes moins élevées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mes diapos du début, j'avais évoqué les fumures de type minéral sur lesquelles on ne peut pas avoir accès de façon plus explicite, plus approfondie. On voit néanmoins que ces engrais minéraux sont importants pour quelques cultures. Par exemple, pour le blé dur ici, ou pour le blé dur spécialisé grande culture, où 84% des apports de N proviennent justement de ces engrais organominéraux. On a parlé beaucoup azote, mais ici j'ai essayé de quantifier, ici j'ai essayé donc d'extrapoler aussi les doses qu'on peut voir par hectare en prenant en compte les surfaces que j'ai extraites d'un dossier de l'agence bio. Donc ici on peut voir les quantités relatives que chaque culture consomme en termes d'azote, et pour les fientes sèches, pour les fientes pondeuses et pour les lisiers. Donc par exemple le blé tendre, le maïs grain étant d'importants consommateurs de ces fientes. Donc on a parlé beaucoup azote, mais ici j'ai essayé aussi de vous montrer qu'en fait ces fientes et ces lisiers contiennent aussi
d'importantes teneurs de potassium, donc qui seraient également impactés. Vous avez ici les tonnages. Et comme pour le potassium, on peut aussi relationner, faire le même type de graphique pour le phosphore. Donc, c'est des éléments à prendre en compte aussi quand on pense à cette nouvelle définition. Alors, enfin, avec ces analyses, on peut aussi, par culture, voir l'importance relative et de ces fientes et de ces lisiers. Donc ici, je représente les fientes à niveau national, c'est-à-dire toute exploitation confondue. Donc, quelle culture est le plus dépendant, on va dire, de ces fientes, reçoit la plus grande partie de l'azote. Reçoit la plus grande partie du phosphore et du K, relativement au total qui est apporté sur la culture. Donc en conclusion, ces résultats indiquent des tendances. Ce ne représente pas des vérités absolues, justement parce qu'on a dû faire des choix méthodologiques qui seront notamment présents dans l'article qu'on va publier. Et c'est une enquête qui porte sur une année donnée, notamment l'année de 2017. Donc on ne peut pas prendre ces chiffres comme étant les seuls, mais une enquête en plus pour essayer justement de quantifier. Les fientes sèches ont une importance élevée pour l'azote, pour le phosphore et pour le potassium. Et ces fientes et ces lisiers que vous avez vus sur les graphiques sont majoritairement d'origine industrielle. Donc on peut dire qu'ils seraient majoritairement affectés donc, par la nouvelle définition. De façon générale, les lisiers porcins ont été peu présents dans l'enquête. Et donc vient la question que vous avez déjà abordée, notamment dans les présentations précédentes. Donc, comment remplacer ces tonnages d'azote, de phosphore et de potassium dits industriels et qui seront désormais interdits? Et quelles conséquences cela peut avoir sur le prix des engrais et sur les systèmes de culture? Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci pour cette présentation. Donc là, tu as parfaitement tenu le timing, c'est super. Ça va laisser un peu de temps pour les questions. Alors, côté chat, est-ce que parmi les modérateurs, il y a des questions qui reviennent régulièrement? Bonjour. Il y avait 2 questions de compréhension pour Otto, donc je me permets de les poser à la suite. Otto, est-ce que les chiffres que tu as présentés, est-ce que ce sont des chiffres strictement pour l'agriculture biologique ou pour agriculture biologique et conventionnelle? Et est-ce que tu pourrais définir ce qu'est un engrais organominéral? Merci. Alors, les chiffres que je vous ai présentés portent sur l'agriculture biologique, notamment pour tout ce qui est tonnage et apport des engrais dans les différents types de cultures. Par contre, l'enquête est faite à niveau national. Donc, pour l'enquête, notamment, il y a une partie où l'exploitant doit dire s'il fait du bio ou du conventionnel, mais c'est une enquête qui est menée pour toutes les cultures en conventionnel également. Mais je me permets, donc là, les résultats présentés, c'est uniquement pour les exploitations en agriculture biologique. Oui, les résultats que vous voyez ici portent exclusivement donc, pour les exploitants qui ont répondu bio, qui ont coché bio sur le questionnaire. Hein, donc. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qui ressort? Alors, juste une question autour de fertilisation et fertilité. Donc, en agriculture biologique, effectivement, la rotation est un élément extrêmement important, en particulier sur la fourniture en azote pour les grandes cultures. Est-ce que un changement des rotations, en accord avec des marchés, bien évidemment, hein, sont réalisables pour se passer complètement ou partiellement des engrais organiques? Alors, c'est une des hypothèses, notamment qu'on a essayé de
prendre en compte dans la présentation que vous fera Amélie. Mais ce n'est pas la seule. Et alors, est-ce qu'on peut changer les rotations, introduire davantage de légumineuses? Oui. Mais comme vous l'avez dit, ça suivra aussi la logique du marché. Et plus que l'azote aussi, c'est important de raisonner sur les autres éléments, notamment le potassium et le phosphore. Donc même avec des légumineuses, c'est la question qui se pose toujours. Voire peut-être aussi, dans certains cas, une carence induite, notamment par cette légumineuse. Par exemple, la luzerne qui est très demandante en soufre. Donc, c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir, notamment pour reconcevoir ou adapter les systèmes de culture. D'accord, merci. Merci. S'il y a encore une petite question très courte, on a encore un peu de temps, sinon on peut enchaîner. Bon, je propose de poursuivre. Amélie? Oui, merci Enguerrand. Donc pour ma part, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée en fait suite à la réunion qu'a évoquée Marianne dans sa présentation, donc la réunion qui a eu lieu en 2019 du groupe Bio Intercia Alter Univia avec tous les acteurs de la filière. Suite à cette réunion, on a voulu lancer une étude afin de quantifier les impacts que pourrait avoir cette nouvelle définition des élevages industriels sur les pratiques de fertilisation et en conséquence sur les performances des exploitations de grandes cultures bio. Donc nous nous sommes servis des fermes type bio, dispositif animé par Arvalis, pour tester différents scénarios de fertilisation, et ça a notamment fait l'objet du stage d'Otto Koch qui vous a présenté une autre partie de son stage juste avant. Avant de commencer la présentation des résultats, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont aidés dans ce travail et qui nous aident à construire et à actualiser les fermes type bio en tant qu'experts et qui nous ont aidés à réaliser cette étude. Alors, qu'est-ce qu'une ferme type? Donc Arvalis a une fermothèque qui est composée de plusieurs fermes types et dont des fermes type bio. Donc une ferme type, c'est une exploitation fictive qui est a priori pérenne dans le temps sur le plan technico-économique. Ça représente un système, c'est représentatif d'un système de production ancré dans un contexte pédoclimatique précis. On a conservé une cohérence entre les assolements et les itinéraires techniques de ce contexte de production. Également des prix de marché avec des références locales et des références sur la main-d'œuvre et des SAU locales. Donc, ces différents paramètres sont définis par un comité d'experts régionaux afin de conserver une cohérence technique, c'est-à-dire que le choix des cultures et de leurs surfaces respectives est fait pour garder une rotation et un assolement techniquement réalisable dans la réalité. Ces exploitations permettent aussi de simuler des performances technico-économiques et environnementales et permettent de faire le lien entre les performances, ces performances-là et les pratiques. Ce sont des fermes types qui sont décrites dans l'outil d'évaluation multicritère SYSTER et donc qui sont actualisées régulièrement. J'insiste sur un point, ce n'est pas un observatoire de pratiques réelles et ça ne permet pas non plus de voir l'hétérogénéité des pratiques dans un milieu donné. Donc, je vous présente maintenant l'objectif et le cadre de l'étude. Donc, suite à la nouvelle définition des élevages industriels que vous a présenté Sandrine Thomas de l'INAO, on a voulu tester différents scénarios d'adaptation des pratiques de fertilisation en bio dans les fermes type bio et voir quelles sont les conséquences de ces adaptations pratiques sur la multiperformance des exploitations. Donc, on a aujourd'hui 5 fermes type bio qui sont décrites des années 2013 à 2020 avec des pratiques de fertilisation variées.
Donc vous voyez en vert sur la carte 2 fermes types qui sont directement concernés par la définition, c'est-à-dire qui utilisent notamment des fientes sèches de poules pondeuses. Et donc, on a fait l'hypothèse que ces fientes ont disparu là à partir du 1er janvier 2021. C'est la ferme type Sud-Bassin parisien et la ferme type Bretagne-Est. Ensuite, sur nos 5 fermes types, il y a 3 fermes types qui sont indirectement concernées, c'est-à-dire qui n'utilisent pas des produits qui sont concernés par la nouvelle définition, donc qui ne vont pas être interdits, mais qui seront possiblement impactés. Le postulat de départ, l'étude, en fait, elle a eu lieu, le lancement de l'étude a eu lieu en amont là, de la définition des seuils. Donc, on est parti sur un postulat de départ d'une définition de ce qu'est un élevage industriel sans les seuils, donc uniquement en cage et grille et caillebotis intégral. Mais c'est aussi pour extrémiser et se placer dans un scénario qui risque d'être la norme dans le futur. Ces scénarios d'adaptation des pratiques de fertilisation ont été définis à dire d'experts. Donc, on a demandé aux experts régionaux des fermes types d'identifier les changements de pratiques de fertilisation que les agriculteurs pourraient mettre en place sur leur exploitation à moyen terme. On a choisi donc 3 catégories de scénarios pour extrémiser les prises de décision et donc pour nous permettre de voir des conséquences réelles. Donc tout d'abord un scénario d'impasse, c'est-à-dire que les produits que j'applique sur mon exploitation ne sont plus disponibles. Je ne les remplace pas parce qu'il n'y a pas d'autres produits disponibles ou ces d'autres produits ne sont pas accessibles ou sont trop chers. Une deuxième catégorie de scénario, donc un scénario de substitution si je suis directement impactée par la réglementation. Je substitue mes fientes ou mon lisier de porc par un autre produit. Si je suis indirectement impacté par la réglementation, on a choisi un second scénario qui est, en fait, les produits que j'utilise aujourd'hui seront moins disponibles demain et donc seront potentiellement plus chers. Donc on a tablé sur une augmentation du prix d'un produit de 30%. On s'est aussi laissé la possibilité de faire un 3e scénario qui est la reconception du système de culture. Donc, comme ça a été évoqué dans notamment l'une des questions, par exemple l'introduction d'un couvert de légumineuses en interculture, le changement de place des cultures dans la rotation, l'introduction d'une culture à plus haute valeur ajoutée pour valoriser une fertilisation plus chère. Ça, c'est des pistes qui ont été évoquées, mais il faut que le système s'y prête, c'est-à-dire qu'il faut que le système déjà n'inclue pas trop de légumineuses, par exemple. Et là, dans les fermes types, les résultats que je vais vous présenter, ça n'a pas été le cas, on n'a pas été jusqu'à la reconception. Ensuite, on a voulu croiser ces scénarios avec différents scénarios de prix pour se projeter dans des contextes en fait de prix bas, des contextes donc à prix réel, prix comme les fermes type de base, et puis des contextes de prix haut. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats de 3 fermes types qui ont été finalisées récemment. Et on a prévu de faire un article courant 2021 pour présenter l'ensemble des résultats sur les 5 fermes types. Tout d'abord, je vais vous présenter les résultats sur la ferme type Sud-Bassin parisien. Donc là, on est dans un contexte de limon moyen argileux, semi-profond à profond, avec des potentiels moyens supérieurs, voire plutôt bons, et des sols un peu séchants et parfois calcaires. On est sur une main-d'œuvre d'un UTH familial avec 0,3 d'UTH de main-d'œuvre salariée. On est sur une SAU de 180 hectares. Donc vous voyez la rotation qui a été choisie pour cette ferme type Sud-Bassin parisien, avec 3 années de luzerne à déboucher déshydratation, suivi de 2 blés à déboucher meunier. Les orges de printemps sont à déboucher brassicole et le 3e blé vise également le débouché meunier.
Donc voici les pratiques de fertilisation de cette ferme type de base. Donc vous voyez de la késérite sur les luzernes et sur le mélange pois triticale ou sur la févrole d'hiver pour compenser les carences en soufre. Des vinasses sur les orges de printemps et des fientes de poule sur les blés. Donc, dans le scénario d'impasse, donc le premier scénario de cette ferme type, on s'est placé on a forcément supprimé les fientes de poule qui sont aujourd'hui interdites, et on a également supprimé les vinasses parce que dans un contexte où les fientes ne seraient plus disponibles, le prix des vinasses augmenterait fortement et donc les agriculteurs ne les utiliseraient plus. Un agriculteur ne va pas fertiliser ses orges alors qu'il ne fertilisera pas son blé. Donc là, on a voulu volontairement extrémiser le scénario pour pouvoir avoir des résultats intéressants à voir. Donc ces impasses ont des conséquences forcément sur les rendements. Donc à dire d'experts, on a tablé sur 6 quintaux de moins sur les blés normalement fertilisés et 3 quintaux de moins sur les orges de printemps, avec notamment un déclassement des orges en orges fourragères. Un deuxième scénario a été établi. Donc là, on remplace les vinasses et les fientes de poule par des engrais riches en azote, pour arriver à une substitution à hauteur en fait de ce qu'apporteraient normalement les engrais initialement utilisés en termes d'azote. Donc là, on est parti sur des rendements équivalents à la ferme type de base, même si en fait on ne compense pas les pertes de phosphore et de potasse. Mais en fait, ces pertes de rendement dues à moins de phosphore et de potasse sont difficilement palpables sur le court terme, sur les rendements. Et ensuite, un troisième scénario qui est de substituer les fientes et les vinasses à la fois donc, sur l'azote, comme ça a été vu dans le précédent scénario, mais également sur les éléments phosphore et potasse. Donc là, dans un premier temps, on a supprimé les késérites sur les luzernes, qu'on a remplacé par du patène-kali, qui apporte en plus du soufre de la potasse. On a également apporté des composts de déchets verts, qui compensent notamment les exportations de phosphore et de potasse, puisque l'azote apporté n'est pas efficace à court terme, mais le sera plus tard pour les blés. Et ensuite, pour compenser, on a complété avec des phosphates naturels qui dosent à 25% de phosphate. Et ça nous a permis d'ajuster la fertilisation. Donc là, on est parti sur des rendements équivalents à la ferme type de base. Voici les scénarios de prix qui ont été choisis, donc les prix réels. Donc là, je vous ai mis la moyenne sur 2013-2020, mais les prix varient bien entre chaque année. On est parti ensuite sur des prix bas et des prix hauts donnés à dire d'experts. C'est pas tout à fait vous verrez entre les différentes fermes types des régions, c'est pas tout à fait les mêmes niveaux de prix hauts et bas qui ont été choisis, parce qu'en fait il y a forcément des disparités entre régions selon le collecteur, mais on a quand même conservé une cohérence d'augmentation et des baisses de prix. Donc vous pourrez regarder les détails de ces tableaux dans le replay. Pour vous présenter les résultats, on a choisi de vous présenter 3 types d'indicateurs. Donc tout d'abord les charges par poste. Pour les différents scénarios. Donc vous avez le scénario de base avec la ferme type de base, le scénario d'impasse, le scénario où on substitue à hauteur de l'azote et le scénario où on substitue à hauteur de l'azote, du phosphore et de la potasse. Donc on va dire sans surprise, ce sont les charges d'engrais qui varient le plus entre les scénarios. Et sur le scénario d'impasse, on a un peu de charge d'engrais puisqu'on a conservé les késérites sur la luzerne.
Ce qu'on peut constater là, juste avec ces charges, c'est que les solutions de substitution, que ce soit seulement azotées ou si on substitue azote, phosphore et potasse à hauteur en fait, de ce qu'apportaient les fientes et les vinasses, ben, ces solutions sont plus chères que les fientes et vinasses. Un deuxième indicateur qu'on a voulu regarder, c'est la marge nette avec aide. Quand je dis avec aide, c'est seulement avec les aides couplées et découplées, hors aide spécifique au bio, puisque dans les fermes types, on ne prend pas en compte les aides spécifiques au bio, parce qu'il y a de trop fortes disparités des aides entre les régions, et on n'a pas envie que ça masque des résultats quand on compare les fermes types entre elles. Donc, ce que vous pouvez voir, donc à niveau, là vous avez la marge nette de la ferme type de base, donc avec fientes et vinasses. Là vous avez les résultats pour différents scénarios de prix, donc prix bas, prix réel et prix haut pour le scénario impasse, et puis de la même façon pour les scénarios substitution et substitution NPK. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'à niveau de prix réel, c'est la situation actuelle qui reste la meilleure. À court terme, assurer une fertilisation azotée permettrait de maintenir un niveau de marge nette légèrement inférieur, mais tout de même acceptable, et de même que le scénario d'impasse. Dans les scénarios de prix haut et le prix bas, entre les trois stratégies de fertilisation, on voit que c'est l'impasse qui semble être la plus intéressante d'un point de vue marge nette sur le court terme. Ceci est dû notamment à un niveau de charge réduit. Même si on voit quand même qu'entre les scénarios sur un même scénario de prix, entre les différents scénarios de pratique de fertilisation, les écarts sont quand même réduits. On voit quand même qu'à un niveau de prix haut, la fertilisation a plus d'intérêt car on va chercher les derniers quintaux et c'est ce qui rapporte le plus. Donc il y a moins d'écart entre une situation d'impasse à prix haut et une situation où on substitue NPK que dans une situation où les prix des cultures seraient bas. Dernier indicateur qu'on a voulu présenter, donc c'est les bilans en azote, phosphore et potasse. Donc vous voyez les bilans sur la ferme type de base, donc qui était déjà déficitaire, notamment en phosphore et potasse. Donc sans surprise, sur les scénarios d'impasse, même s'il semblait plus intéressant d'un point de vue économique à court terme, en réalité, quand on voit les bilans, on voit qu'on creuse les écarts, notamment en azote, et on risque de mettre en péril la fertilité du sol à plus long terme, et donc à terme la pérennité de l'exploitation. Il faut savoir qu'en bio, c'est très difficile de rattraper une dégradation de la fertilité du sol. Et sur le scénario à substitution azote, enfin voilà, on compense l'azote, mais les autres éléments sont à regarder. Et le substitution NPK semble être à l'équilibre. Et on voyait en termes de marge nette que ce n'était pas forcément une situation catastrophique non plus. Si je vous présente maintenant les résultats sur la ferme type Bretagne-Hetz, je vais aller très rapidement parce qu'en fait, c'est les mêmes scénarios qui ont été choisis puisque c'est une exploitation qui a été directement concernée. Donc, il y avait aussi des fientes de poules sur les blés tendres qu'on a également supprimées dans un scénario impasse, remplacées par des engrais riches en azote dans un scénario substitution. Et puis, dans un scénario où on substitue l'azote, le phosphore et la potasse, on a compensé également avec des compostes de déchets verts et des phosphates naturels. Je vous laisserai regarder les scénarios de prix qui ont été choisis pour cette ferme type. Au niveau des charges, même conclusion, c'est toujours les charges d'engrais qui varient le plus. Si on regarde la marge nette, même en fait, on voit ce qui se différencie avec la situation un peu d'avant, c'est que même la substitution au niveau de l'azote est plus basse que l'impasse.
pour les scénarios à prix réel. Ça veut dire et on voit aussi qu'à scénario de prix bas, ça ne devient pas plus rentable de chercher à compenser le NPK. Je pense que là, quand on arrive à ce niveau-là, il faut réfléchir à reconcevoir les systèmes de culture. Et ça a notamment été évoqué avec les experts, notamment en introduisant, pourquoi pas, des cultures à forte valeur ajoutée. Donc là, je me permets, pardon, juste pour te dire, il te reste en théorie 2 minutes et je voyais qu'il te restait pas mal de slides. Oui, ça va aller. Merci Enguerrand. Sur la ferme type, là, si on regarde sur les bilans, c'est les mêmes conclusions que précédemment. On voit une érosion de la fertilité des sols à plus long terme si on fait des impasses sur certains éléments. Surtout qu'on part d'une situation déficitaire. Si je vous présente une autre ferme type, donc Vallée du Rhône, qui est une exploitation là, qui est indirectement impactée par la réglementation. Donc là, on est sur 2 types de rotation, une rotation irriguée et une rotation non irriguée. On est sur 90 hectares de SAU au total. Pour accélérer, donc je vous présente directement les stratégies de fertilisation qui est utilisée sur cette ferme type, donc des potasses magnésiennes sur les luzernes sur la rotation non irriguée, des farines de viande, donc des PAT, sur l'orge d'hiver pour cette rotation, et puis sur le blé tendre pour celle-ci. Et des composts de fumier de volaille sur maïs, donc avec un approvisionnement local de ce type de fertilisant chez un voisin éleveur. On a fait un scénario d'impasse sur seulement les PAT, puisqu'en fait, on a gardé les composts de fumier de volaille parce qu'on s'est dit qu'ils ne seraient pas forcément impactés par une inflation des prix des produits, vu que c'est une source locale. On a fait un scénario d'impasse totale, donc avec des réductions de rendement également sur le maïs quand on supprime les fientes. Et on a fait un dernier scénario où on garde le même niveau de fertilisation, les mêmes produits, mais on augmente en fait le prix des PAT de 30%. Donc je vous passe les scénarios de prix. Si on regarde les charges, en fait on voit que les charges, c'est les mêmes conclusions, c'est les charges d'engrais qui varient le plus. Par contre, les composts de fumier de volaille, on voit qu'ils sont peu chers, alors qu'ils apportent quand même pas mal d'azote. Et on voit que si on augmente les prix des PAT de 30%, on passe sur un scénario sur des charges d'engrais à 150 € hectare, comparé au scénario de base qui était à 127. Si on regarde maintenant l'indicateur des marges nettes, donc si on fait l'impasse des PAT, on voit en fait que les farines, ces farines, donc ces PAT, ne sont pas forcément rentables sur le blé, puisque la marge nette est supérieure, même en diminuant les rendements. Et donc ces apports, on peut se dire qu'ils ne se traduisent pas forcément par des quintaux et donc par des gains de marge nette. Sur l'impasse totale, on voit qu'il y a peu d'impact parce qu'en fait les composts sont peu chers, donc ça impacte peu la marge nette. Et si on gardait la même stratégie de fertilisation mais avec un coût supplémentaire sur les PAT, les résultats seraient peu impactés à prix réel et haut notamment. Il faut dire que cette ferme type Vallée du Rhône est quand même assez rentable de base, notamment grâce à la rotation irriguée maïs, blé, soja qui est très optimisée, mais les experts pensent que cette rotation, on pourrait la faire évoluer parce qu'on pourrait rencontrer des problèmes d'enherbement sur le long terme et donc on réfléchit notamment à introduire des luzernes en tête de rotation sur cette ferme type. Si on regarde en termes de bilan, azote, phosphore et potasse, donc le bilan de départ était déjà négatif. En termes d'impasse, malgré des rendements revus à la baisse, là aussi les bilans sont fortement impactés. Si on retire en plus les composts de fumier de volaille, là ça a clairement un fort impact sur les bilans, notamment en termes d'azote. Et il faut dire que les composts de fumier de volaille sont peu chers à la base, donc c'est dommage de les supprimer. Et sur le long terme,
En fait, quand on croise ces deux indicateurs, bilan et marge nette, même si le prix des engrais a augmenté, ben, la stratégie actuelle la stratégie actuelle avec des PAT resterait quand même toujours acceptable pour l'agriculteur qui ne pénaliserait pas ses bilans sur le long terme. Donc, en termes de conclusion, pour croiser ces trois fermes types, donc, on a vu que suite à cette nouvelle définition des élevages industriels, quels que soient les scénarios de fertilisation, ben en fait, la marge nette des exploitations est impactée plus ou moins modérément car les produits utilisés sont de remplacement ou les solutions d'impasse sont plus chères en définitive. On voit quand même qu'il y a peu de différence d'un point de vue économique entre les différents scénarios de fertilisation sur le court terme. Ça ne se joue pas en centaines d'euros hectares. Par contre, les écarts sont plus visibles au niveau des bilans azote, phosphore et potasse. Et donc, les scénarios avec impasse mettraient en péril la durabilité des systèmes sur le long terme si on prenait en compte ces scénarios. Donc, si on doit donner une conclusion, un léger impact économique à court terme semble acceptable pour assurer en fait une durabilité du système à plus long terme dans des situations de stratégie de fertilisation adaptées. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci à toi. Il me semble qu'il y a eu quelques questions redondantes dans le chat. Est-ce que les modérateurs peuvent prendre la parole? Oui, mais encore une fois, beaucoup de questions, ça discute bien, c'est très bien. Juste une petite précision, parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour des PAT. Donc PAT, ça veut dire protéines animales transformées. Donc ce sont des résidus d'abattoirs qui peuvent être utilisés et transformés pour être transformés en produits organiques. Alors, juste une question, Amélie, enfin plusieurs questions, mais une qui me semble intéressante. Est-ce que tu peux préciser pourquoi il y a des écarts sur le montant des cotisations MSA selon les scénarios? Tout simplement parce que c'est... donc, je vais remettre peut-être pour donner l'exemple. Effectivement, il y a des écarts sur les cotisations MSA, tout simplement parce que le résultat varie et que les cotisations de MSA sont calculées à l'année et prennent en compte les variations de résultats. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense. Enfin, moi, je sais pas si... aussi, pas mal de questions sur l'image des farines animales en agriculture biologique, les conséquences que ça peut avoir sur le consommateur. Ça, c'est une question. Enfin, ça n'a pas été encore traité. Peut-être Sandrine Thomas peut nous en dire un mot, mais il ne me semble pas qu'à la commission intrant, ce soit une question qui soit encore évoquée. Donc, à voir dans le futur si ces farines pourraient être remises en cause. Je n'ai pas d'éléments de réponse aujourd'hui. Ouais, la seule chose que je peux dire, effectivement, on ne l'a pas évoqué du tout au niveau de la commission intrant, ce n'est pas une question qui nous a été remontée, et que les farines, dans le futur règlement, les farines telles qu'elles sont aujourd'hui restent à l'identique dans le règlement d'application en 2022. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Alors juste, mais je vais juste répondre. Il y a une question autour des successions culturales sur la digiferme de Boigneville. Donc je confirme qu'il est possible dans le règlement en agriculture biologique de faire 2 années de suite la même culture. C'est pas un manquement à la réglementation, c'est possible. Et que les cultures associées ne sont pas concernées par de succession culturelle, enfin il n'y a pas de limitation du nombre d'années lorsqu'on a affaire à des cultures associées. Je ne sais pas, Cécile, peut-être tu as repéré les questions, parce que dans le flot de questions, je n'ai pas pu Pardon, il y avait une question, il y avait plusieurs questions qui tournaient autour des calculs économiques et savoir en fait si ce qui était présenté, c'était bien des moyennes à l'échelle de la rotation, à l'échelle de l'exploitation. Donc voilà, je laisse répondre. Oui, ce sont des moyennes à l'échelle de la rotation et de l'exploitation sur plusieurs années.
effectivement, de 2013 à 2020. Une autre question et puis on conclut? Ou c'est bon? Je pense qu'on a fait un peu. Enfin bon, il y aurait beaucoup de questions, mais on ne pourra pas les prendre individuellement. Oui, non, ok. Bon, bah, on va peut-être conclure la session. Alors tout d'abord, merci à tous, en particulier les intervenants qui nous ont présenté ces résultats-là aujourd'hui. Donc si jamais vous avez des questions supplémentaires à leur poser, donc on a mis les coordonnées ici sur ce slide de fin. Donc je souhaite également remercier l'équipe des modérateurs qui a fait un gros travail aujourd'hui pour essayer de répondre au mieux à vos questions et de les synthétiser. Je remercie également Valérie Fouillet qui a permis la création de ce Teams et qui a été côté assistance, mais également les équipes de com, donc en particulier Catherine Gigandon, Olivia Martel et puis Julie Carrière. À très bientôt.